Merci d'être avec nous pour ce débat consacré aux élections à la Chambre de métiers et de l'artisanat de la Lozère. Le scrutin ouvrira le 30 septembre pour se clôturer le 14 octobre à minuit. Le vote, il va se faire uniquement par correspondance. Il n'y a qu'un seul tour. Le nombre de votants est de 2405. Ce qui représente 2046 entreprises. Les résultats seront connus le 19 octobre. 2 listes sollicitent les suffrages des électeurs. Tout d'abord, la liste Fier d'être artisan, conduite par Florence Vignal, qui est à mes côtés. Florence Vignal, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis, la liste L'artisanat, c'est nous. Elle est conduite par Jean-Michel Marquez, qui est là aussi. Jean-Michel Marquez, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, je vais juste vous présenter un petit peu, avant que nous débutions ce débat. Florence Vignal, donc, vous êtes l'actuelle vice-présidente de la Chambre de métiers et de l'artisanat. Vous êtes la présidente du syndicat des bouchers charcutiers traiteurs de la Lozère. Vous êtes vous-même donc bouchère avec votre époux à Grandrieux. Votre entreprise emploie 3 salariés et 1 apprenti. Vous êtes âgé de 40 ans. C'est tout à fait ça. Et je précise aussi que votre liste est soutenue par la FFB, c'est-à-dire la Fédération française du bâtiment, et la CGPME. À noter que vous avez quitté l'Union professionnelle artisanale il y a 7 ans, l'Union professionnelle artisanale que représente aujourd'hui Jean-Michel Marquez. C'est exact. Et puis, face à vous, la liste conduite par Jean-Michel Marquez, l'artisanat, c'est nous. Jean-Michel Marquez, vous êtes l'actuel président du syndicat du bâtiment, la CAPEB, et le président de l'UPA, l'Union professionnelle artisanale. Vous êtes vous aussi un quadragénaire, vous êtes chef d'entreprise au Malzieuxville et vous exercez la profession de charpentier avec 6 salariés. C'est cela. Alors nous allons débuter ce débat. À mes côtés, Patrick Biancone. Patrick, bonjour. Bonjour. Nous allons donc débuter ce débat, Patrick Biancone, Lozère Nouvelle et moi-même. Première question, Patrick. Pour commencer par Florent Vignal, j'ai assisté à beaucoup d'assemblées générales de la CMA pour en retranscrire les débats dans les colonnes de la Lozère Nouvelle. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs sujets qui viennent souvent, mais c'est vrai que au niveau du budget, ça revient vraiment, c'est récurrent. Hein. Bon, on imagine bien pourquoi, en ces temps difficiles. Donc, comment jugez-vous un peu sur cette mandature votre action au niveau du budget vous l'avez dit plusieurs fois, vous aviez trouvé une situation que vous avez décrite comme catastrophique. Vous estimez maintenant avoir redressé la barre. On entend quand même certains de vos opposants à l'intérieur de la CMA ne pas tout à fait être de cet avis. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire par rapport à ça, cette action au niveau du budget? Parce qu'on sait que c'est bien sûr le nerf de la guerre. Merci. Alors oui, effectivement, le budget est revenu de façon récurrente dans les débats. C'est aussi le lieu d'une assemblée générale de voter les budgets. Donc jusque-là, il n'y a pas bien de problème à ce qu'on l'évoque. Effectivement, l'équilibre, quand on a pris la Chambre en 2010, était constitué par la vente d'un bien immobilier, par la vente de patrimoine, qui permettait le retour donc, à l'équilibre. Donc un équilibre qu'on peut considérer légèrement artificiel tout de même. Je peux vous donner des chiffres. La capacité d'autofinancement qui parle à tous les artisans qui était de moins 66 000 euros en 2011 et qui aujourd'hui est de plus 136 000 euros. Donc je pense qu'il y a eu donc, le retour à l'équilibre réel et une situation financière non pas confortable, mais équilibrée et saine. Et avec donc, cet handicap de départ, nous avons quand même réussi à faire de l'investissement. Donc, les uns vendaient les bijoux de famille, comme on dit dans le jargon. Nous, on a investi pour plus de 3 millions d'euros, 3 300 000 exactement, qui en plus sont allés 3 millions qui ont été injectés dans l'économie locale, puisque ce sont des entreprises locales qui ont effectué les travaux tant sur le CFA que sur le siège. Et vous allez vous inscrire toujours dans cette politique, dans cette continuité de la politique de M. Murcia? Alors, la continuité, oui, forcément. Quand on a fait partie d'une équipe, on assume le mauvais, on assume le bon. Moi, je pars du bon pour le poursuivre. On doit continuer à garder cet équilibre toujours précaire. Les financements publics s'amenuisent.
Ce n'est pas uniquement le cas pour la chambre de métier, hein, c'est tout à fait général. Donc le deal est de faire encore plus avec forcément moins. Et tout en préservant l'emploi. On a quand même 54 salariés sur l'ensemble siège et CFA. Et permettre le meilleur service possible aux artisans. Sachant qu'il y a encore donc, énormément de choses à faire. Et donc cette continuité de tout ce qui a été engagé va se poursuivre avec évidemment de nouvelles choses, puisqu'avec une nouvelle équipe, des anciens qui ont de l'expérience et des nouveaux qui amènent toutes leurs idées et leur point de vue, verra évidemment se réaliser de nouveaux projets, et y compris d'investissement. Je me tourne vers Jean-Michel Marquez. Donc, ce bilan financier de la CMA pendant ces 6 ans, comment vous le jugez et comment vous, si vous devenez président dans quelques semaines, comment vous allez l'articuler, comment vous voyez l'avenir financier de cette chambre consulaire? Tout d'abord, faire un constat sur ce qui s'est passé, c'est compliqué, puisque moi, je n'étais pas élu auprès de la Chambre. Ensuite, je pense que c'est bien gentil de baser tout le débat sur la partie financière. Oui, c'est le nerf de la guerre, mais le nerf de la Chambre des métiers, c'est quand même le service aux artisans. Donc la grosse idée, c'est d'abord travailler sur le service aux artisans, et puis travailler sur le développement de l'apprentissage. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, financièrement, on est juste, mais bon, aujourd'hui, on a 250 élèves au CFA. Il nous faudrait avoir au moins 300 élèves au CFA pour arriver à avoir une partie financière un peu plus stable. Et on a une possibilité de rentrer 370 apprentis au CFA. Donc je pense que déjà, si on travaille sur ces dossiers-là, ça va permettre, d'avoir une crédibilité un peu plus forte au niveau des subventions qu'on va pouvoir aller chercher et des demandes financières qu'on va aller chercher. Et ça permettra de voir l'avenir autrement. Ensuite, effectivement, je conçois que c'est pas évident de gérer un budget, mais enfin, on sait gérer des budgets, et puis on est tous des chefs d'entreprise à ce niveau-là. Je pense qu'il faut mettre en place exactement ce qu'on met en place dans nos entreprises quand on a des problématiques de cet ordre-là. On a bien compris votre position. Bon, venons-en, c'est vrai, bien sûr, on y avait pensé avec Jean-Claude, bien évidemment, à ce sujet capital, le CFA Henri Giral. Alors, c'est plus CFA maintenant, c'est IRFMA, c'est pour nous compliquer un peu plus la tâche. Bon, donc c'est comme ça. On entend tout sur à niveau de cet établissement, tout et son contraire. On a même dit qu'il allait fermer, qu'il était menacé il y a pas si longtemps que ça. C'était quelque chose qui revenait assez souvent à nos oreilles. Alors il y a ce déficit d'apprentis, personne ne peut le contester. Ça a été dit par de nombreux préfets qui se succèdent en Lozère. Alors on entend toujours des solutions, on dit il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Ouais. Bon, c'est vrai qu'à ce niveau-là, on n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'il faudrait faire, Florence Vignal? Qu'est-ce qu'il faut faire véritablement? Bon, c'est un sujet là aussi, on vous entend souvent, les préfets même commencent à avoir des sueurs froides quand vous prenez le micro en AG et que vous abordez ce sujet de CFA, parce que bon, c'est vrai que ça dure un moment, et puis bon, il y a des choses qui sont dites et qui mettent parfois les services de la préfecture en situation inconfortable. Donc vous apportez des solutions, mais il faut reconnaître quand même que bon, voilà, ça stagne un peu, ces effectifs. Je me souviens du préfet Lamère qui disait qu'il faudrait 400 apprentis pour que vraiment on soit bien dans ce CFA. Donc Jean-Michel Marquez l'a dit, on est à 250, donc ça fait très loin de ce chiffre-là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire, François Vignal, pour essayer quand même de sortir la tête de l'eau de ce CFA? Alors la question, ce n'est pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais qu'est-ce qu'il faut continuer à faire, puisque cette rentrée 2016 voit le CFA augmenter ses effectifs de plus 30 par rapport à la rentrée 2015, donc preuve que les efforts entrepris commencent à payer. On a été aussi impacté par la crise, ça il ne faut pas l'oublier, puisque les sections qui ont véritablement pêché, ce sont les sections du bâtiment, et tout le monde savait que le bâtiment subissait la crise de plein fouet ici comme ailleurs. Et la baisse que nous avons enregistrée, nous, en Lozère, par rapport aux autres CFA, qu'ils soient interpro ou qu'ils soient du 3CA, donc typiquement bâtiment, ont enregistré des baisses bien plus importantes que la nôtre. Donc je pense qu'il faut quand même aussi, à un moment donné, replacer les choses dans le contexte. Alors évidemment, et je me réjouis que Jean-Michel partage cet objectif. Ça veut dire que l'un ou l'autre, on saura tenir la maison pour la redresser.
Effectivement, l'idéal, le préfet Lambert le disait à l'époque, c'est 400 apprentis. Et là, on serait parfaitement tranquille. Alors évidemment, les solutions, il en existe. On a fait aussi une année sans développeur de l'apprentissage, donc qui nous a beaucoup pénalisé l'année précédente. Là maintenant, c'est plus le cas. Il est là, ça porte ses fruits. Il a une mission bien précise. Il va sur le terrain, il va dans les entreprises. Il se déplace, il met en relation les offrants, les maîtres d'apprentissage qui cherchent un apprenti, les apprentis qui cherchent un maître d'apprentissage. Ça, c'est la mission, on va dire, de terrain très, très classique. Mais à côté de ça, il démarche aussi les entreprises qui n'ont jamais pris d'apprentis à ce jour. Il essaye de comprendre pourquoi, identifier si telle ou telle filière est davantage impactée. Bon, et tout ça, c'est un travail de longue haleine. Ça ne peut pas payer juste en un an. Donc là, ça va être bien évidemment poursuivi. Et avec du résultat, c'est certain, parce qu'on sent maintenant quand même que l'apprentissage est en train de davantage rentrer dans les mœurs. Les jeunes se tournent vers l'apprentissage. Bon, les sections de l'alimentaire connaissent une explosion sans pareil depuis quelques années. On sait aussi que les filières suivent des cycles de à peu près 7 années. Donc voilà, tout ça mélangé, moi j'ai vraiment un très très bon espoir, parce que derrière, il y a quand même tout un travail de fond qui est fait à destination des écoles, en opération de communication, où on a délocalisé le CFA, on l'a sorti de ses locaux à plusieurs reprises pour aller rencontrer donc les jeunes, les parents, les enseignants. On a fait venir des classes d'écoles primaires dans le CFA. Enfin, bon, on a travaillé aussi avec les organisations professionnelles, les syndicats locaux qui, lorsqu'ils font notamment une animation, une opération, essayent d'intégrer pour certains le CFA dans l'opération. C'est un ensemble de petites mesures mises bout à bout avec l'investissement, ça je tiens à le souligner, des professeurs et des membres du personnel qui ont vraiment fait un travail remarquable ces dernières années. Le contexte était vraiment très difficile. Il y avait des travaux, il y avait tout. C'était pas évident de travailler pour personne. Ils ont fait un travail fantastique et qui conduit donc à une augmentation là pour cette rentrée du nombre de première année, donc qui augure de bons présages pour la suite. Jean-Michel Marquez, 400 apprentis au CFA, vous y croyez? Et vous, l'homme du bâtiment, qu'est-ce que vous pouvez dire à vos collègues de cette catégorie? Bon, Florence Vignan l'a dit, il y a une baisse du recul du nombre d'apprentis dans le bâtiment. Qu'est-ce que vous voulez dire à vos collègues du bâtiment pour justement se remettre sur cette voie de l'apprentissage? Je pense déjà qu'il faut savoir qu'on est quand même en manque de pénurie on a une vraie pénurie aujourd'hui de salariés, et de salariés qualifiés. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire que c'est la crise qui a enclenché ça? J'en suis pas sûr. Je pense qu'il y a des actes qui ont été faits au niveau social et tout ça qui ont fait qu'aujourd'hui, ça a détourné les jeunes de là. Ensuite, il faut savoir sur quel axe on va travailler. On a la possibilité de travailler sur l'axe qu'on a travaillé pendant des années, c'est-à-dire un apprentissage en allant chercher des jeunes en fin de 5e ou en fin de 3e et les amener chez nous. Ça, c'est un axe qui a été travaillé depuis des années et des années. Mais on s'aperçoit quand même que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, on n'a pas nos 400 apprentis, on est toujours à 250 et on ne fait pas la bascule. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut travailler à l'éducation nationale, mais sur des choses qui sont claires. Aujourd'hui, l'éducation nationale ne va pas nous laisser partir des jeunes en fin de 5e ou en fin de 3e. C'est leur cheval de bataille pour continuer à remplir derrière leur lycée et tout ça. Aujourd'hui, il faut travailler en post-bac. Aujourd'hui, je crois et c'est un vrai dossier à mener, et c'est le dossier qu'on mènera si on est élu, c'est qu'on va travailler avec les jeunes qui sortent en post-bac et qui aujourd'hui sont perdus. C'est des jeunes aujourd'hui qu'on peut faire rentrer dans notre CFA et qui peuvent être les futurs chefs d'entreprise de demain parce qu'on leur a apporté déjà au niveau du régime général un bac, et il faut faire venir ces jeunes-là à l'apprentissage. C'est des jeunes qui peuvent être très intéressants, et ces jeunes-là, personne ne s'en occupe. Et là, on ne sera plus en concurrence avec l'éducation nationale. Parce que l'éducation nationale, ces jeunes, elle a du mal à s'en occuper derrière. Donc ça, c'est vraiment une idée qu'il faut mettre à l'ordre du jour et faire avancer. Ensuite, je pense qu'il faut travailler aussi sur les noms. L'apprentissage, aujourd'hui, ça ne marche pas. Il faut le dire. On a des jeunes, quand vous rencontrez des jeunes dans la rue, ils ne vous disent pas « je suis en apprentissage ». C'est beaucoup mieux de dire qu'on est en alternance. Effectivement, malheureusement, aujourd'hui, l'apprentissage a pris une image qui n'est pas bonne. J'en suis le premier regretté parce que je viens de ce réseau-là. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut travailler sur les noms. Et les noms, ça porte. C'est pour ça qu'on a décidé, si on est élu,
de créer, à la place de toutes ces belles lettres qu'on nous fait descendre des ministères, une université des métiers. Mais le nom national, c'est le CFA, partout en France. Alors comment allez-vous faire pour appeler en Lozère Université des métiers? Henri Giral, c'est pas le nom du CFA de Paris, je pense pas. Ou alors c'est récent. Henri Giral, non, mais le nom CFA... Voilà, mais le nom CFA, on peut très bien avoir une lettre d'appellation comme on a là et créer l'université des métiers. Le projet initial qui était monté au niveau du CFA, c'était ça. Le projet des bâtiments qui a été fait, c'était un pôle d'excellence rurale qui a été mené à la base par la CAPEB sur une université des métiers. Donc l'idée, c'est de changer les mentalités. Il faut aussi faire évoluer les mentalités. Et un jeune, il aura malheureusement, si je le regrette, parce qu'aujourd'hui, moi je suis un artisan issu de l'apprentissage, j'ai eu 14 apprentis, je connais un peu la maison. La chose, c'est qu'aujourd'hui, médiatiquement, l'apprentissage, ça ne marche pas. Donc il faut essayer autre chose. Il faut vraiment essayer ces publics. Parce que ces publics-là, post-bac, ça peut être des chefs d'entreprise. Et on a créé les bacs pro pour permettre que les parents soient contents que leurs enfants aient fait un bac en technologie. Donc on en est là. Même si c'est pas moi qui ai voulu ça. Non, mais c'est vrai que c'est compliqué actuellement, certainement, de dire à un jeune, tu te lances dans l'apprentissage, tu vas devenir artisan. Mais aussi, il y a des exemples où on voit, l'artisan, il a 2-3 salariés, et une fois qu'il a payé ses 2 ou 3 salariés, lui, qu'est-ce qui lui reste? Parfois, il n'est même pas au RSA. Ce qui lui reste pour lui à la fin du mois. Donc, c'est compliqué aussi, peut-être, parfois, d'entraîner un jeune dans cette filière-là, alors qu'il sait qu'à côté, il y a des métiers, non seulement il aura la stabilité de l'emploi, et un salaire assuré qui sera supérieur à celui de bien des artisans. Ce message-là, France Vignal, vous devez l'entendre. Vous les voyez, les difficultés de vos collègues artisans, certains qui sont obligés de mettre le pied sur la porte et d'autres qui ont du mal à joindre les deux bouts. Il faut le dire, c'est la réalité aussi de ce métier, c'est la réalité de ce département de la Lozère aussi. Tout à fait. Et là, lors de la campagne, en se déplaçant dans les entreprises de façon encore plus marquée, on le ressent et on ressent les difficultés de chacun et que pour le moins chaque entreprise a connu un jour ou l'autre. Certaines s'en sont sorties, d'autres moins, d'autres vivotent. Alors il est évident que dans ces conditions, c'est très difficile de faire venir des jeunes dans nos corps de métier. Pour autant, j'ai pas rencontré un seul artisan qui ne soit pas passionné par ce qu'il faisait. Donc je pense que aller décrocher les post-bac, oui, effectivement, ça fait partie de plusieurs choses qu'il faut faire, mais je pense qu'il faut surtout détecter des vocations. Il y a énormément de... Prenez les intermittents du spectacle, ils ont des statuts très précaires, très particuliers, mais ils vivent de leur passion. Alors ils en vivent plus ou moins bien, mais ils en vivent. C'est un choix. Il faut nécessairement que l'apprentissage devienne un choix. Donc on doit détecter les vocations dès le plus jeune âge chez les enfants. En mettant en place des ateliers dans les écoles, il y a une panoplie, un arsenal de mesures à prendre à ce niveau-là, avec l'éducation nationale ou avec les collectivités publiques. Je suis sûre qu'ils en sont demandeurs. Là, sur les contacts que j'ai eus, ils sont très, très preneurs. Ça permettra donc d'une part de déclencher des vocations et de permettre à tous ces enfants de s'épanouir en réalisant quelque chose qui leur plaît et ne pas nécessairement les insérer dans le système scolaire tel qu'il est pratiqué actuellement. D'autre part, je voulais rebondir sur ce que disait Jean-Michel tout à l'heure. Effectivement, on a créé les bacs pro pour faire plaisir aux parents, pour changer le nom. Alors, créer une université, ça peut être une idée. Je ne dis pas qu'elle soit mauvaise sur le fond. Par contre, moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui, quand elles doivent choisir entre un bac pro ou un élève qui a un CAP ou voire un BP, l'équivalent du bac, ils vont choisir le BP. Donc, est-ce qu'on veut que ces jeunes aient du travail qui soit employable, ou est-ce qu'on veut juste, excusez-moi, changer un nom, histoire de faire bien et les attirer vers nous? Moi, je pense que le travail, il est vraiment, vraiment de fond. Ces artisans de difficulté, Jean-Michel Marquez, vous les connaissez bien, vous en parlez souvent, je me souviens dans les conférences de presse, vous parlez souvent de situation, vous étiez à Millau, des actions choc, vous avez dormi sous une tente, vous avez mis des graffitis sur tous les giratoires, on le sait, attention, un jour ça va péter. Vous en parlez souvent, certains même disent, sont agacés par ce côté un peu populiste, ils vous accusent d'être populiste, de faire un peu du misérabilisme. Qu'est-ce que la situation, comment vous la voyez de ces artisans et de ces artisans lozériens? Est-ce qu'elle est si catastrophique qu'on la décrit, ou est-ce que
c'est partagé. Quel est un peu là, vous avez souvent lancé des appels aussi aux élus, on a besoin de marchés publics, il faut que ce soit les entreprises lozériennes qui travaillent. Bon, tout ça, c'est des débats qui sont importants, fondamentaux pour les chiffres d'affaires des artisans. Ben, bien sûr que c'est fondamental. Enfin, on a pu voir que les derniers temps, les appels qu'on a pu faire ont mené à des actions. Je veux dire, on voit des chantiers comme la rénovation du lycée à Saint-Chély, enfin du collège, où sur 22 lots, on a 20 lots à des entreprises lozériennes. Donc le travail de fond qu'on a mené auprès des élus paye. Il faudrait qu'ils payent encore plus, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est un travail de fond, ça. Après, si soutenir les artisans du pays et faire des actions pour qu'on arrive à s'apercevoir que aujourd'hui, des entreprises sont en difficulté, c'est du populiste. Oui, je suis populiste. Enfin, je pense pas que ça soit une insulte d'être populiste ou prêche des gens. Moi, ce matin, j'étais avec mes gars à l'entreprise. J'y serai de nouveau ce soir. Oui, je suis un artisan. J'ai rien j'ai pas de chauffeur. J'ai pas d'indemnité politique. Voilà, oui, je suis un artisan. Alors, si certains me traitent de populiste... Vous êtes un artisan, vous êtes un syndicaliste aussi. Mais je suis un syndicaliste, mais avant tout, je suis un artisan, un fils d'artisan. Voilà, je revendique aujourd'hui que, effectivement, on a des gens qui sont en difficulté, on a des gens qui ont du mal à vivre de leur métier. C'est bien de vous entendre dire ça, mais c'est un peu dommage qu'on ne le voit pas plus, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de discours qui vont loin de là. On entend, oui, les artisans, ils vivent bien. Enfin, un artisan qui a une voiture propre, on va lui reprocher qu'il ait une voiture propre. Enfin, arrivé à un moment, on a le droit aussi de vivre de notre travail. André Corrigès, le président de la CGPME, il dit, lui, que vous ne devez pas confondre le mandat de syndicaliste et consulaire. Mais il ne le confond pas, lui, le mandat ? Il faut y poser la question, mais je veux dire, on sait aujourd'hui que la plupart des chambres des métiers sont tenues par des gens qui sont des syndicalistes. C'est pas nouveau, c'est pas voilà. Florence est présidente des Bouchères, donc elle est aussi syndicaliste. Je veux dire, il n'y a pas de, je vois pas la problématique entre les deux. En fait, il dit peut-être vous êtes mais ce qui n'est pas le cas, coupé de la réalité, puisque vous êtes sur le terrain en tant que charpentier, donc. Ah oui, donc il faut... j'arrive pas à comprendre comment on peut en fait découper quelqu'un comme ça entre le fait qu'il n'a pas le droit... Donc, si je comprends bien, on peut pas être charpentier artisan, charpentier au Malzieu et être président de la CAPEB et devenir demain peut-être président de la Chambre des métiers. C'est pas compatible, donc. Il faut lui demander. Non, mais je veux dire, si c'est ça, il faut savoir qui a la possibilité de le faire et comment avant de lancer une élection, alors. Quand vous lisez justement ces propos la semaine dernière dans la Lozère Nouvelle d'André Corrigès, qui est le représentant en Lozère de la CGPME, rappelons que la CGPME est chef de file de la liste de Florence Vignal, ça vous fait quoi, ça vous interpelle? C'est vrai que c'est quand même assez rare ici en Lozère, une attaque frontale là, au moment où les élections commencent, entre syndicalistes, entre deux syndicats, c'est pas courant, ça a interpellé beaucoup de monde. Hein. Vous le savez, on a dû vous en parler de ça, hein. Vous circulez beaucoup en Lozère. Je pense quand même qu'on a dû souvent vous ressortir ces paroles qui ont été publiées dans notre journal la semaine dernière. Oui, alors c'est vrai que j'aimerais qu'on arrive à ressortir des paroles de moi comme ça. La seule question que j'ai posée, c'est que quand on est capable de dire ça et d'attaquer quelqu'un personnellement comme il fait, savoir si la prochaine attaque, c'est sur mon physique, sur mon fils ou sur ma compagne. En fait, c'était la question que je me posais. C'est-à-dire que, en fait, si on a un engagement aujourd'hui, il faut faire attention à tout ce qu'on peut avoir autour parce que ça peut être dangereux. Mais bon, quand on a attaqué les gens personnellement, je pense que, voilà, il ne faut pas le relever, je ne l'ai pas relevé. Moi, je mène ma campagne comme je dois la mener. Si la campagne, c'est de dénigrer les gens et d'aller très loin sur les gens, ça ne m'intéresse pas. Il dit aussi la Chambre des métiers n'est pas que la chambre du bâtiment. Comment on peut faire pour sortir de cette image Florence Vignal? Par exemple, Florence Vignal, présidente de l'alimentaire, Jean-Michel Marquez, président du bâtiment. On peut en sortir de cette image? Complètement. Je pense que la société se renouvelle et faite excusez-moi, de changements, de nouveautés. L'artisanat, au travers de la diversité de ces métiers,
doit pouvoir être représentée. Chaque branche doit pouvoir être représentée à un moment donné. Mais il est vrai que dans l'esprit des gens, souvent, l'artisanat, c'est le bâtiment. On va souvent dire, je vais faire appel à un artisan chez moi pour réparer, pour construire, etc. On dit rarement, je vais chez mon artisan boulanger, je vais chez mon artisan garagiste. Voilà, donc dans l'esprit des gens, l'artisanat est vraiment associé au bâtiment. Et je pense que, en plus, comme le milieu du bâtiment est doté de 2 organisations professionnelles puissantes, fait parler de lui. Et donc les autres catégories de métiers, effectivement, se sentent parfois un petit peu démunis. Et il est vrai qu'en Lozère, particulièrement en Lozère, depuis l'existence de la Chambre de métiers, il n'y a eu que des présidents issus des métiers de service. Et ensuite 2 présidents successifs du bâtiment. On a l'impression qu'il y a une opposition CAPEB-FFB. Ouais, c'est bien dommage. Est-ce que c'est une opposition politique ? Parce que certains disent c'est la droite contre la gauche. Est-ce qu'on peut résumer cette élection à une élection politique ? Ça serait complètement stupide. C'est totalement déplacé en plus de mettre le côté politique sur la table. On n'est pas là pour parler de politique. On est là pour essayer d'amener un projet pour des artisans. C'est de la politique peut-être, mais c'est de la politique syndicale et c'est surtout parler d'avenir. Il faut arrêter de mettre en Lozère, malheureusement, on met de la politique surtout. Là, c'est pas de la politique. Je veux dire, on est en train de mener une campagne pour arriver à dynamiser l'artisanat. Derrière ça, il y a des choses qui sont quand même importantes. C'est l'économie du département. On parle quand même, vous avez dit les chiffres, c'est plus de 2000 entreprises aujourd'hui qui sont représentées par la Chambre des métiers. Il y a quand même des choses à faire. Et je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on peut entendre sur, oui, c'est une élection politique. Si nos élus politiques, ils n'ont pas assez à faire, on peut leur trouver du travail par contre. Ça pose aucun problème. Une fois élu, si vous êtes élu, ce ne sera pas tout bâtiment chez vous. Non, parce que comme vous avez pu le voir sur la liste, je me suis entouré de gens qui ont des compétences dans leur métier. Aujourd'hui, François Osbonal est quelqu'un qui connaît très bien les métiers de bouche. Elian Rousset est président des coiffeurs et quelqu'un qui connaît très bien les métiers de service. Et Valérie Brasseur, dit Agathe, est quelqu'un qui connaît bien les métiers d'art. Donc je me suis entouré de gens qui ont des compétences pour arriver à me porter effectivement les choses qui peuvent me manquer. Après, les gens qui connaissent autant Elian que Françoise savent que Françoise, quand elle a quelque chose à dire, c'est quelqu'un qui est assez direct et qui fera avancer la machine. Ces propos d'André Corrigas, Florence Vignal, bon, il vous gêne, bon, c'est pas votre style, vous êtes quelqu'un de dialogue, voilà, je me souviens en assemblée, quand les représentants de la CAPEB prenaient la parole, bon, si ça chauffe un peu, vous êtes plutôt là justement pour aplanir les choses, et puis là, donc, déboule cette interview, ce texte d'André Corrigas, bon, on a l'impression que c'est quand même pas votre style. Comment vous l'avez perçu ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Est-ce que c'est un soutien gênant ? Voilà, est-ce que c'est Absolument pas. Absolument pas. Je l'assume parfaitement. Je le remercie même de la position qu'il prend, puisque je suis adhérente CGPME, et donc très fière de l'être. Et en fait, la supposée attaque d'André Corrigas répond juste à un courrier qui a circulé, émis par la CAPEB, et qui nous traite de candidatures opportunistes, ne servant que leurs intérêts personnels. Donc il s'agissait juste d'une réponse, histoire de recadrer le débat. Bon, y en a qui font des réponses publiques et d'autres qui font des attaques secrètes. Voilà, chacun assume. Moi, là, franchement, je suis même ravie et même... Ça me touche, le soutien d'André Corrigas et les différents soutiens que j'ai dans le cadre de cette campagne. Et sur le plan politique, là, je rejoindrai complètement Jean-Michel sur ce point, puisque, effectivement, il est hors de question de politiser cette élection. D'ailleurs, vous pouvez regarder la composition des listes. On est dans un département où tout le monde se connaît et on voit qu'il y a de toutes tendances politiques, de toutes tendances syndicales et même, en ce qui concerne la nôtre, de toutes tendances syndicales professionnelles, voire de non-syndiqués. C'est vraiment de l'ouverture. Jean-Claude l'a dit en introduction, vous étiez à l'UPA, donc avec Jean-Michel Marquez. Maintenant, vous conduisez une liste qui est contre l'UPA. Ce grand écart, ça va pas vous être préjudiciable. Bon, vous aviez des amis, et maintenant vous êtes passé de l'autre côté.
Donc au moment des élections, est-ce que ça peut pas jouer ça? Est-ce que c'est pas un peu votre point faible? Eh bien, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'avoir ses convictions et les afficher soit un point faible, surtout quand on brigue un poste de présidence d'un organisme tel que la Chambre de métier. Mes amis que j'avais à l'UPA, je les ai conservés. Je fais bien la part des choses et eux aussi, il y en a certains qui me l'ont montré encore très récemment. Donc non, moi à un moment donné, je ne me sentais plus à l'aise dans le système, dans cette organisation professionnelle qui était l'UPA. J'ai décidé d'en partir, je ne l'ai pas fait en traître. Un jour, je suis partie, je leur ai dit, vous ne me reverrez plus, et ils ne m'ont plus revue. Voilà. Et j'ai refusé tous les mandats qu'on a pu me proposer, comme la médecine du travail ou quoi que ce soit, qu'on a pu me proposer au nom de l'UPA, je les ai toujours refusés. Voilà. On va peut-être terminer sur André Corrigès. Monsieur Marquez, il dit, André Corrigès, dans la Lozère Nouvelle de la semaine dernière, que vous auriez dû l'inviter, Néné, au débat. Que vous alliez parfois aux salariés, parfois aux patrons, que vous êtes une girouette, présidente de 2 syndicats, et c'est... Voilà. Mais ce qu'il faut... C'est des mots forts quand même. Bon, c'est vrai qu'on insiste un peu, mais... Franchement, on termine avec... Ça a perturbé quand même. Ça fait, je ne sais pas si ça a perturbé, c'est peut-être pas le bon terme. Mais en tout cas, ça fait beaucoup parler, aussi bien les artisans que les non-artisans. Bon, c'est quand même des phrases chocs et des attaques directes, personnelles. Oui, c'est des attaques fortes. Après, pour ce qui est des courriers cachés, le courrier, il est clair. C'est un courrier envoyé aux adhérents de la CAPEB Lozère en expliquant qu'il faut soutenir notre liste et en disant qu'aujourd'hui, la seule organisation représentative des entreprises de moins de 20 salariés, c'est l'UPA. C'est pas Marquez qui l'a décidé à Lozère, c'est comme ça. La CGPME et le MEDEF ne sont pas représentatifs des entreprises de moins de 20 salariés. C'est comme ça en France, c'est pas moi qui l'ai décidé. Ensuite, sur les parties de la girouette. Les girouettes, on les met en haut des églises. S'il veut aller en planter, il peut y aller. Moi, je relève pas ça. C'est inutile. C'est inutile. Voilà. Le courrier a été envoyé qu'aux adhérents de la CAPEB. Hein. Oui, mais je ne savais pas que M. Corrigès était adhérent de la CAPEB puisqu'il a le courrier, donc voilà. Mais d'ailleurs, ça, vous savez bien, il y a votre image. Bon, vous êtes adepte, voilà, quand vous faites des conférences de presse, ça part tout azimut, on flingue quasiment tout le monde, y compris des préfets. Voilà, où tout le monde sait très bien les relations que vous avez avec le préfet Malherbe. Là, je dis la CAPEB, hein, l'autre fois, quand Jean-Claude Lacaze a pris la parole en pleine assemblée générale à la chambre de métier, bon, mais le préfet a quasiment pété les plombs en lui répondant. Donc, c'est la CAPEB dans son entier. Donc, bon, il y a cette image-là. Donc, est-ce que si vous êtes élu président, est-ce que vous garderez ce style fonceur, on bouscule tout, on fonce dans le tas, puis on voit ce qui reste. Il y a cette image-là, vous comprenez, je grossis un peu le trait. Voilà, mais non, mais pour que tout le monde voit bien, tout le monde quand même, et quand même, vous avez quand même ce style-là. Est-ce que c'est pas aussi un handicap dans une campagne pour devenir président? Ça peut inciter des artisans à se dire, bon, mais oui, si on a un président qui est juste là pour tout casser, pour flinguer tout le monde, ça peut aussi, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, c'est la campagne qui est menée contre moi, effectivement. Après, il faut, quand vous dites je passe et puis on voit ce qui reste derrière. Vous êtes venu déjà à la maison de la CAPEB, vous avez vu ce qui restait derrière. Enfin, je veux dire, arrivé à un moment, je veux bien qu'il y ait des attaques personnelles sur ci, sur mi, le style Marquez. Déjà, je suis content qu'il y ait un style Marquez. Alors, il faudra que vous me disiez s'il faut que je le dépose ou pas. Mais le style Marquez, non, c'est le style déjà d'une équipe, là. C'est pas moi qui impose tout. Les idées sont montées de l'équipe. Et ensuite, ce qui a été fait de ma part aujourd'hui, c'est la maison des artisans. Je veux dire, elle est en place. Demain, la semaine prochaine, on a l'inauguration de l'École nationale du chanvre. Je veux dire, on a participé plus que plus. Donc, si le style que vous annoncez, c'est arriver à faire bouger les choses pour que la machine avance, oui, bien sûr. Après, tout casser, je ne suis pas là pour virer, comme j'ai pu l'entendre pendant cette campagne, tous les salariés du CFA et de la Chambre des métiers. Il faut quand même, vous l'avez dit, je suis artisan charpentier, je suis un bâtisseur avant tout. Je crois qu'on a pu montrer avec mes équipes à la CAPEB et mon équipe actuelle qu'on est des bâtisseurs. On n'est pas des gens qui sont venus là pour tout casser. Je veux dire, il faut aussi... Il y a deux choses différentes. Vous l'avez vu tout au long de ce que j'ai pu faire depuis 2008. Oui, il y a des actions syndicales à des moments pour dénoncer des choses. Et il est bien dommage que des fois, tout le monde ne s'associe pas à ça, parce que ça touche beaucoup de monde.
Et ensuite, il y a la personne qui a bâti les choses. Aujourd'hui, on est en train de bâtir un projet pour la Chambre des métiers. On va pas arriver pour tout casser. Mais voilà, après mes rapports avec le préfet Malherbe, moi j'ai des très bons rapports avec le préfet Malherbe à l'heure actuelle. Donc si Jean-Claude a des soucis avec le préfet Malherbe, moi je n'étais pas présent à la Chambre des métiers. Marquez, pour conclure donc, sur ce CFA, vous l'avez dit, si vous êtes élu, le personnel du CFA n'a pas à avoir peur. Personne ne sera viré, aucune tête ne sera coupée. Non mais, comment on peut dire ou colporter des choses comme ça ? Enfin, je veux dire, on est avant tout des chefs d'entreprise, on ne vire pas nos salariés tous les matins, on n'est pas dans un pays où on vire les gens du jour au lendemain. Je crois que l'idée du CFA, c'est que ça soit un projet collectif avec les profs et avec les gens qui dirigent à l'heure actuelle, bien sûr. Mais sur le CFA, aujourd'hui, je pense que quoi qu'il y ait, il faut être réaliste. On a été associés parce qu'on va au conseil de perfectionnement. Je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Et aujourd'hui, le CFA ne doit pas se mener avec une liste d'un côté, une liste de l'autre après l'élection. Il faut que ça soit quelque chose de collégial et de collectif. Il n'y a pas un CFA pour une liste, un CFA pour l'autre. Ça serait complètement idiot. Aujourd'hui, le CFA doit être l'outil des artisans du département. Florence Vignal, aucune femme n'a été présidente de la CMA Lozère. Il y a une femme qui est présidente de la Chambre d'agriculture actuellement. Elle aussi, c'était la première. La CMA, l'artisanat, ça a quand même un côté plutôt masculin, presque un peu macho, diront certains. Est-ce que vous pensez que c'est un avantage d'être une femme ou est-ce que ça peut être un inconvénient et d'être tête de liste ? J'aurais pas de réponse catégorique, un avantage et un inconvénient. Est-ce que vous avez eu des réactions en faisant votre campagne, en allant aux côtés des artisans ? Oui, et justement des réactions qui me font dire que ça peut être un avantage ou un inconvénient. Oui, tout à fait. Donc c'est pas un argument. Être une femme en soi, c'est absolument pas un argument. C'est juste un constat, c'est un état de fait. Il y a aussi une femme présidente du conseil départemental, une femme présidente d'un centre de secours à Grandrieux. C'est l'évolution de la société. Toutes les femmes maintenant travaillent, accèdent à des postes, à des responsabilités. J'espère que plus par leurs compétences que par leurs conditions de femme. J'en fais le vœu sincère. Après... l'artisanat n'est pas un milieu si macho qu'il semblerait. Il y a énormément de femmes qui travaillent dans l'artisanat. La boucherie dans laquelle j'exerce est un milieu principalement masculin. Je suis présidente de mon syndicat et en minorité, donc par rapport au nombre de présidents masculins au niveau national, ça se passe vraiment très très bien. On amène aussi une autre vision des choses. On est différents, les hommes et les femmes, on est très complémentaires. Et dans une entreprise, vous avez l'homme, vous avez souvent la femme, à plus forte raison dans l'entreprise artisanale. Et donc, je pense que je ne suis pas moins à ma place qu'un homme, ni davantage. Voilà. Justement, vous vous préoccupez du sort des conjointes des artisans ? Énormément. Pourquoi ? Énormément. Parce que il y a le cas donc, de la femme chef d'entreprise qui pilote son entreprise, majoritairement, notamment chez les esthéticiennes ou majoritairement encore dans la coiffure ou d'autres corps de métier. Mais souvent, dans beaucoup d'entreprises du bâtiment ou dans la boucherie, dans l'alimentaire, la femme est conjoint. Alors conjoint collaborateur, conjoint associé, peu importe. Sauf que dans la vie d'une entreprise, on passe par tous les stades. Il peut y avoir des perturbations économiques, il peut y avoir des perturbations familiales de différents ordres. La maladie, le décès, la séparation, on ne sait pas. Et on s'aperçoit que le conjoint, donc principalement féminin, mais il y a aussi des conjoints hommes, donc je m'adresse à eux également, bien sûr. Le conjoint, souvent, a quitté son milieu professionnel d'origine pour réintégrer une entreprise ou créer une entreprise avec son époux, son épouse. Et il se trouve que lorsque l'entreprise traverse une turbulence et cesse son activité pour différentes raisons, le conjoint il se retrouve dans une situation où il a d'énormes capacités, une énorme expérience, mais il n'a pas de reconnaissance en termes de qualification. Et il se retrouve lâché sur le marché du travail, parfois à 45, 50, 55 ans, où on sait que ce sont les âges les pires pour retrouver du travail. Donc, moi, ça, c'est vraiment... J'y tiens énormément. Il faut que le conjoint, alors féminin
en majorité évidemment, se retrouvent là-dedans. Il faut impérativement qu'ils se forment au travers de la formation continue, au travers de la validation des acquis d'expérience, la validation des acquis professionnels. Il faut qu'il ait une reconnaissance de sa qualification, de son expérience, de façon à ce que si un jour il se retrouve sur le marché, toute cette valeur ajoutée qu'il a créée pendant tant d'années, et qui ont contribué aussi au succès de l'entreprise quand elle fonctionnait bien, il faut qu'il puisse en retirer quelque chose et ne pas se retrouver démuni. Bon, passons à un autre sujet, quand on discute avec les artisans... Je voudrais vous arrêter par rapport au sujet qu'évoque Florence. On peut aujourd'hui aussi évoquer la génération avant nous. Parce que là aussi, il y a un dossier à lever, puisqu'il faut quand même s'apercevoir que la génération de mes parents, puisque je suis issu d'une famille artisanale, moi, ma mère, elle n'a pas été déclarée, malheureusement. Tout à fait, là. Donc elle n'a pas de retraite. C'est un vrai dossier aujourd'hui. C'est un dossier que malheureusement la presse devrait s'emparer, parce que vous parlez de précarité. Mais aujourd'hui, la pension de réversion d'un conjoint d'artisan qui n'a pas été déclaré alors qu'il a travaillé toute sa vie pour créer des richesses, et que 50%. Dans le milieu agricole, on est à 100%. C'est dommage aujourd'hui, et c'est des dossiers qu'on pourra traiter à l'avenir. C'est catastrophique. On amène des gens dans des complexités, et je ne sais pas comment ça va évoluer, parce que cette génération-là, aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens en grande difficulté. Et c'est un vrai dossier aussi. Un autre dossier qui préoccupe beaucoup les artisans, c'est ces fameux travailleurs détachés qui sont issus d'Europe, en particulier d'Europe de l'Est, et donc qui sont embauchés par des artisans français et qui sont dans les chantiers, bien sûr à des conditions fiscales et salariales sans aucune commune mesure avec un travailleur qui est français. Entre guillemets, donc il y a des artisans lozériens qui emploient ces travailleurs détachés. Il faut pas le nier non plus. Qu'est-ce que vous voulez leur dire à ces artisans-là, Jean-Michel Marquet? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent attention? Là aussi, sujet complexe, mais intéressant et qui préoccupe beaucoup les artisans. On en revient à des choses de base. Quand nous, on revendiquait le fait de faire travailler des entreprises locales pour des marchés publics, c'était pour maintenir de l'activité localement. Un chef d'entreprise aujourd'hui qui emploie des travailleurs étrangers, ces travailleurs étrangers, le soir, où ils vont avoir la nourriture qui va arriver de je ne sais où, parce qu'on l'a vu, arriver dans des containers ou ce qu'il faut, et donc ils ont ou le cuistot ou quoi que ce soit pour les faire manger le soir. Du coup, localement, il n'y a rien. Derrière ça, c'est le boulanger du coin qui va trinquer, c'est le boucher du coin. Enfin, c'est toute une économie qu'on perd. Donc, je crois qu'il faut aussi arriver à un moment à avoir une responsabilité. Aujourd'hui, les gens en France, on a un régime social qui est un régime où tout le monde cotise pour qu'on bénéficie de soins gratuits. Si demain, on a une partie de la richesse qui part ailleurs de nos pays, c'est des choses qui vont être catastrophiques. Économiquement, c'est vraiment c'est énorme ce qui se passe. Enfin, sur les chantiers, c'est compliqué à voir, mais regardez sur les routes, tous les jours, vous voyez ces petits fourgons marqués Pologne, Roumanie et tout ça. Ces gens-là, aujourd'hui, ils sont dans la précarité pure et dure. Et après, vous, les médias, vous annoncez que le plus gros transporteur français de messagerie fait faillite. Ouais, mais c'est 3000 personnes qu'on a mis à la paille, là. Et tout ça, on le voit tous les jours. Donc, il faut qu'il y ait une reprise citoyenne là-dessus, sur le fait que c'est des emplois locaux qu'on perd. C'est peut-être la fille de l'artisan ou le fils de l'artisan qui ne pourra pas rentrer pour travailler chez le boulanger du coin, parce que lui, il ne pourra plus embaucher du monde parce qu'il n'a pas le débit. C'est tout ça. Et demain, nos petits villages, si on commence à faire ça, on va se retrouver avec la poste qui va fermer, les services publics qui vont fermer derrière. Enfin, c'est tout ça. C'est un problème. Alors en ville, on le voit énormément, mais on ne voit pas obligatoirement les répercussions immédiates. Mais dans nos départements, on n'est pas assez pour en arriver là. Donc effectivement, le souci de l'apprentissage et de continuer à créer et à former des jeunes pour les garder ici, c'est très très important. Ce problème des travailleurs détachés, vous le connaissez vous aussi, hein. Il suffit d'aller dans les abattoirs, y compris lozériens, et vous allez croiser des Brésiliens embauchés par des entreprises portugaises et sous-traités à des abattoirs lozériens. Ouais, c'est vrai que ça bon, la mondialisation, ok, mais c'est vrai que ça paraît quand même assez hallucinant, il faut le dire quand même. C'est justement un combat que
peut parfaitement mener la chambre de métier Lozère et les autres aux côtés des organisations professionnelles, puisque ce sujet touche malheureusement tous les corps de métier. Tout le monde y est confronté. Effectivement, il faut qu'il y ait un réveil citoyen là-dessus, d'une part, mais bon, aussi une volonté de l'État de diminuer le coût du travail en France, tout simplement. Parce que nous sommes chefs d'entreprise, on connaît les difficultés, on aimerait souvent recruter. Alors d'un côté, vous avez le problème de trouver la personne. En Lozère, c'est pas forcément évident, et à plus forte raison quand on est dans des endroits isolés. Et de deux, de pouvoir la rémunérer correctement. Donc moi, je me mets aussi, malheureusement, à la place de ces chefs d'entreprise qui, à un moment donné, n'ont pas d'autre choix, soit parce qu'ils ne trouvent pas, soit parce qu'ils n'ont plus les moyens d'embaucher de la main-d'œuvre française qui coûte très très cher. Et c'est malheureux parce que elle mérite ce salaire. On est reconnu pour notre savoir-faire, et il faudrait au contraire qu'on puisse rémunérer davantage. Mais manque de peau, on est tellement écrasé de charges que... Bon, je peux comprendre qu'il y en ait certains qui aient recours pour sauver leur boutique, mais ça ne veut pas dire que je le cautionne, évidemment. Et là, c'est sincèrement un sujet comme tant d'autres, qui, aux côtés des organisations professionnelles, la Chambre a c'est pas un rôle à jouer, c'est un devoir que de jouer ce rôle. Autre point important, le statut d'auto-entrepreneur. Jean-Michel Marquez, vous nous en avez beaucoup parlé aux journalistes pendant les conférences de presse. Mais aujourd'hui, on le voit, au niveau de la création d'entreprises, si on enlève les auto-entrepreneurs, on a très peu de création d'entreprises. J'ai été défavorable à ce statut, et je le suis toujours. Je ne suis pas défavorable aux gens qui l'ont pris, parce qu'il y en a une partie qui vit très bien de la chose. Mais il y en a une partie qu'on a amenée à la précarité pure. Quand on a des gens aujourd'hui qui écrivent sur les organismes sociaux en disant « faut m'aider parce que j'ai plus rien », et j'ai plus de revenus et j'ai pas droit au chômage parce que j'étais auto-entrepreneur, et que finalement là où je pensais que j'avais une niche, j'ai rien, et donc il faut m'aider à vivre, c'est un peu ce qu'on avait dénoncé au départ. Alors effectivement, on a l'auto-entrepreneur, après on a le travailleur détaché. Sur le travailleur détaché, on peut y revenir. Il faut aussi que les commandes publiques soient claires. Il faut arrêter de voir des travailleurs détachés sur les chantiers publics. Donc il faut que l'État, les collectivités locales fassent appel aux entreprises du département. Oui, mais en plus de ça, il faut aider, il faut que les contrôles qui se font sur des entreprises, sur des petites entreprises sur le département, se fassent plus sur des grosses entreprises qui arrivent avec des travailleurs détachés. Il faut cibler. Je veux dire, aujourd'hui, vu les charges qu'ont les entreprises, effectivement, il y en a qui sont tentés. Aujourd'hui, un travailleur polonais, il vous coûte 1 500 € par mois. Et il travaille une semaine de plus que votre salarié. Donc effectivement, il y a des gens qui sont tentés de le faire. Mais c'est à l'État une chose, c'est de baisser les charges, et deuxièmement, de contrôler ces entreprises. La seule chose, c'est que comme les entreprises qui bénéficient le plus de ce statut, c'est les grosses entreprises en France, puisque Bouygues et ses copains profitent très très bien de ce système-là. Ce système, il est mis en place. Vous parlez de l'EPR à Flamanville, c'est que des travailleurs étrangers. Il y a un problème, c'est de l'argent public français, c'est de l'argent des entreprises françaises, et on donne un marché à des entreprises françaises qui fait travailler des travailleurs étrangers. Enfin, c'est même pas du travail, on est au seuil de l'esclavage. Donc arrivé à un moment, il faut qu'il y ait une prise de conscience des commandes publiques et des gens qui contrôlent. Il faut contrôler ces gens-là. Et peut-être laisser des fois avoir un peu plus de tolérance sur la petite entreprise. Donc vous nous dites clairement, parce qu'en Lozère, tout se sait, c'est un petit pays, donc on sait très bien quand il y a un chantier, s'il y a des travailleurs détachés ou pas des travailleurs détachés. Et donc vous nous dites que voilà, il n'y a pas de contrôle, alors que c'est très bien qu'on pourrait de suite aller justement contrôler ces chantiers, assez gros généralement. Il n'y a pas de contrôle, c'est ce que vous nous dites, ou pas assez. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de contrôle, je dis qu'aujourd'hui il y a 2 inspecteurs du travail en Lozère, et il y a 10 ans de ça, il y en avait 5. Voilà. Il y a 10 ans de ça, on avait moins de problématiques de travailleurs détachés et tout ça. Et que des fois, c'est peut-être plus facile de contrôler quelqu'un qui parle français que quelqu'un qui parle étranger. Et puis, il faut être clair, ces gens-là qui font ce travail-là, ils ont aussi étudié la législation française. Aujourd'hui, les contrats, la plupart des contrats sont des contrats en bon uniforme. Et derrière ça, il y a la seule chose sur quoi on peut les arrêter vraiment, c'est la durée du travail. Oui. Voilà, donc c'est très compliqué à contrôler. Mais effectivement, les services de l'État devraient être plus attentifs à ces personnes-là
plutôt qu'à la petite entreprise artisanale, qui fait son possible pour arriver à survivre. Sur l'auto-entrepreneur, Florence Vignal, ils sont répertoriés, hein, vous annoncez les chiffres régulièrement, donc ils sont comptabilisés sur le registre des métiers, alors un peu à part justement pour qu'on voit l'évolution, et on sent quand même qu'il y a deux mondes quasiment face à face, celui de l'auto-entrepreneur et puis celui de l'artisan qui est là depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et chacun se regarde un peu en œil de faïence, et alors, ils sont tous sont regroupés au sein de la chambre de métier, mais on a l'impression quand même que c'est compliqué de les concilier. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces auto-entrepreneurs ? Est-ce qu'il faut carrément les supprimer ? Est-ce qu'il faut les accompagner encore plus ? Quelle est votre position par rapport à ça ? Ma position est très claire, il faut leur faire réintégrer le droit chemin. La solution n'est pas de les éradiquer, je veux dire, ce sont des gens, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, qui portent un projet à un moment donné. Il y en a qui le font pour d'excellentes raisons, hein, parce qu'ils veulent véritablement tester un marché, et ensuite, effectivement, ils s'aperçoivent que leur statut ne convient plus, et donc, naturellement, ils passent à un statut moins précaire, parce que je pense sincèrement que le statut d'auto-entrepreneur, c'est une véritable précarité. Maintenant, c'est un statut au départ qu'on avait dénoncé les uns et les autres. On avait levé toutes les problématiques qui allaient survenir à mesure de l'application de ce statut, et elles se révèlent encore aujourd'hui. Et il en apparaît tous les jours. Et partant de là, évidemment, ce n'est pas la personne qu'on stigmatise, c'est un système, mais c'est un statut qui ne devait pas être pérenne. Au bout d'un moment, la personne devait choisir entre son activité principale et celle d'auto-entrepreneuriat, si c'était une activité secondaire, ou si elle était en activité principale en tant qu'auto-entrepreneur. Le gars, faut arrêter de se mentir. Le gars qui dégage 6 000 € par an de revenus, on sait très bien qu'il ne peut pas vivre avec ça. Alors, dans ce cas-là, autant qu'il aille travailler, je ne sais pas où, mais au moins toucher un SMIC ailleurs, quoi. Donc, à un moment donné, il se passe des choses. L'État, je suis désolée de le dire, mais il ne faut pas non plus cacher les choses, l'État ne fait pas son travail de contrôle dans ce système-là. J'ai rencontré, dans le cadre de la campagne, un artisan qui n'est pas inscrit sur la liste des électeurs, et pourtant je l'ai cherché, comme vous avez dû faire de votre côté, et il n'est pas inscrit. Et pourquoi ? C'est quelqu'un qui était en activité pendant 5 ans, et qui a décidé d'interrompre son activité, parce qu'il ne s'en sortait pas avec les charges. Il est resté tranquille pendant 6 mois, et il a remonté sa boutique auto-entrepreneur, en se déclarant là, sur Internet, et point barre. Et point barre. Donc, à un moment donné, nous, c'est pas à nous de dénoncer ces pratiques-là. On ne va pas aller dénoncer il reste des confrères, ça ne remet pas en question forcément la qualification de la personne. Il y en a qui sont très bons dans l'exercice et qui ont une qualité d'exécution dans leurs tâches. C'est pas à nous d'aller les dénoncer, c'est à l'État qui a mis en place ces mesures de faire son travail de recherche. Mais nous, toujours, de le dénoncer, par contre, ce système qui est complètement pervers. Et si on suit l'évolution de ce statut, le prochain président chambre de métier de la mandature suivante sera un auto-entrepreneur. C'est évident. Ça ne pose pas de problème en soi, en tant que personne. Maintenant, l'artisan, il faut bien se dire une chose, si on continue comme ça, la majorité des artisans d'ici 8 ans, les sondages le montrent, hein, ce seront des auto-entrepreneurs. Et donc, je me pose des questions en termes de financement des régimes de couverture sociale, en termes de financement des retraites, qui, encore une fois, va payer ? Est-ce que c'est nous, vous, tous artisans auditeurs, qui allez continuer de payer des... Voilà, donc on approche du temps de fin. D'ailleurs, Florence Vignal, vous avez atteint 20 minutes et Jean-Michel Marquez, 18 minutes 30. Donc, on va commencer avec vous, Jean-Michel Marquez, pour conclure. Pour cette élection, bien sûr, vous dites aux ressortissants, ils sont au nombre de 2405, de voter, puisqu'il risque d'y avoir une abstention. Et s'il y a une abstention, ce sera quand même une défaite pour vous, ou pour Florence Vignal. Rappelons qu'en principe, l'abstention est très forte. En fait, le non-vote est largement majoritaire pour ce genre d'élection. Donc c'est vrai que si au moins cette émission peut avoir cette objectivité-là de dire aux artisans, allez voter. Je pense que la défaite, elle sera pour tout le monde.
La défaite, quand on n'a que 20% des artisans qui vont voter, c'est une défaite. C'est une défaite parce que personne prend le temps. En plus, là, on vote par correspondance. Il y en a pour 5 minutes à voter. Il y a un peu d'écriture à faire derrière une enveloppe et on a voté. Il n'y a pas le déplacement à faire, ça arrive au domicile. Je crois qu'il faut que les artisans comprennent que c'est très important. On l'a dit tout le long de l'émission, il faut développer, il faut continuer, il faut faire évoluer l'artisanat. Et en votant, on fait évoluer l'artisanat. Et ça donnera de la crédibilité à celui-là qui peut être élu. Il faut être clair. Donc, effectivement, on appelle, enfin, moi j'appelle, je ne sais pas si Florence le fait, mais moi j'appelle les artisans vraiment à aller voter. Enfin, c'est même pas aller voter, ça arrive à domicile. On n'a pas à se déplacer. Je veux dire, ça prend 3 minutes. Il faut que les artisans votent, c'est très très important. Ne serait-ce que pour avoir une puissance au niveau des hommes politiques et puis de l'État. C'est très important de montrer que les artisans se sentent investis et sont pas là comme ce qu'on peut entendre au quotidien que pour payer ou que pour faire marcher le système. Aujourd'hui, ils ont le droit et ils ont le devoir, à mon avis, de voter. Je crois qu'on ne peut pas reprocher beaucoup de choses à tout le monde et pas faire un geste citoyen qui dure 3 minutes à voter. Donc, j'appelle les artisans à voter, bien sûr. Voilà, donc là aussi c'est un point commun, on va mettre un terme au débat, c'est un point commun bien sûr que partage Florence Vignal, elle l'a dit, elle l'a répété, bien sûr elle appelle le maximum d'artisans à voter pour cette élection. Donc notre ami Michel avec son ardoise donc, nous fait voir les temps, 20 minutes et 20 secondes pour Florence Vignal et 20 minutes 10 secondes pour Jean-Michel Marquez, donc le temps a été respecté, donc on va donner la parole pour 1 minute de conclusion à Florence Vignal, puis après 1 minute de conclusion à Jean-Michel Marquez. Honneur aux dames, si on peut s'exprimer comme ça. Écoutez, je vous remercie de nous avoir permis de faire ce débat et de l'ambiance dans laquelle il s'est déroulé, c'était très agréable. Évidemment, j'invite tous les artisans lozériens à voter. C'est important, évidemment, de voter pour notre liste Fier d'être artisan. Je suis vraiment fière d'être artisan et fière de conduire cette liste, cette équipe super dynamique, super dévouée, au service de tous. On est très, très complémentaires les uns les autres. Certains ont beaucoup d'expérience, d'autres moins, mais ils vont apprendre comme d'autres ont fait avant. C'est ça le renouveau, c'est ça la continuité, la transmission. Et croyez-moi, on saura s'attacher à reprendre tous les chantiers qui continuent malgré tout, puisqu'on travaille encore à la Chambre en ce moment. Donc on pourra reprendre tout ce qui est démarré très rapidement, de façon très efficace pour qu'ils arrivent très rapidement à terme. Et proposer donc toutes les solutions qu'on a à mettre en œuvre pour l'artisan lozérien. Notre chambre sera celle de la chambre 3.0, on pourra l'appeler comme ça. J'ai pas évoqué le numérique tout à l'heure, mais ça fait partie vraiment des virages qu'il faut prendre. La société change, il faut pas aller contre, il faut accompagner ce changement et accompagner l'artisan lozérien pour qu'il puisse faire face aux nouveaux défis économiques de demain. Merci Florence Vignal. À Jean-Michel Marquez de conclure, donc voilà, 1 minute 25. La conclusion, je pense que c'est pas une conclusion, c'est un début de campagne et puis c'est surtout un début pour apporter un nouveau projet à la Chambre des métiers avec effectivement une équipe autour de moi avec des gens qui sont vraiment compétents et puis dynamiques. Je me suis entouré de gens qui ont des compétences autant en syndicat qu'en artisanat, qui ont des investissements associatifs. Et ça, c'est important d'avoir des gens qui sont au contact. C'est une liste vraiment qui peut apporter quelque chose de nouveau. Les projets, on les a. On avait à une époque parlé du ministère du bon sens. Et on va être sur une liste qui va être sur le bon sens et sur appliquer des choses concrètes. Pas des grandes choses, on ne va pas tout révolutionner. Parce qu'il y a des choses qui ont été faites et qu'il faut continuer. On a des bâtiments, et maintenant il va falloir les remplir. On a des artisans, il va falloir leur apporter tout ce qu'ils ont besoin au quotidien et amener un autre dynamisme avec l'expérience qu'on peut avoir.
Voilà, donc ce débat... Avant de te laisser conclure, Jean-Claude, si on peut dire, bon, on n'a pas pu aborder tous les sujets, bien évidemment, mais cette semaine, donc ce jeudi, dans la Lausanne Nouvelle, n'hésitez pas, bien sûr, à l'acheter, et vous trouverez, avec mon collègue Patrick Zimmermann, on a fait un dossier, donc dossier spécial élection, avec une page entière consacrée à chacun des candidats, une page sur Florence Vignal et une page sur Jean-Michel Marquez. Donc ça complétera bien tout ce que vous avez pu entendre au cours de cette émission. Voilà, mais je tiens aussi à remercier les deux candidats pour la tenue de ces débats, et je te laisse conclure, Jean-Claude. Merci donc à tous les deux d'avoir participé à ce débat et puis pour la bonne tenue également de ce débat qui s'est déroulé dans la bonne humeur. On peut quand même rappeler que les 2405 ressortissants doivent absolument voter. Hein. Le moins il y aura d'abstention, le mieux ça sera pour cette élection. Merci Jean-Michel Marquez, merci Florence Vignal, merci Patrick. Merci à vous. Merci et à bientôt.